Est-ce que tout va bien de votre côté? Nickel. C'est Tout bon? nickel. Parfait. Bon, et bah déjà, merci à tous d'être venus ce soir. Donc, on va vous présenter avec Mathis cette conférence donc, sur le conseil dans le numérique. Donc, tout d'abord, les présentations rapides. Donc, Mathis, bah, je te laisse te présenter. Yes, donc bonsoir tout le monde. Moi, c'est Mathis Blancard. Je suis étudiant en Master 1 MIAGE, méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises à Aix-en-Provence. Je suis également président de JMCAM, Junior MIAGE Concept Aix-Marseille, qui est la junior entreprise de notre établissement. Et à côté de ça, je suis en alternance en tant qu'administrateur fonctionnel Salesforce. Et du coup, pour ma part, Maël Leménissier, je suis le vice-président de la junior entreprise, donc dans la même école que Mathis, et en Master 1 également. Et donc, moi, je suis également en alternance, et de mon côté, je suis développeur en Business Intelligence. On aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur ce que c'est dans la présentation. Donc, déjà, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on vous fait cette conférence sur le conseil dans le numérique? Dans notre école, on a le diplôme qui prépare un peu une double casquette, c'est-à-dire à la fois le côté gestion de projet et le côté informatique. Donc, tout simplement la gestion de projet appliquée à l'informatique. Et à travers ça, donc, on a aussi l'occasion de pouvoir voir la façon de faire du conseil dans le numérique. Donc, pour commencer, on va commencer par vous présenter un peu les généralités, donc les différents secteurs de métier auxquels ça peut s'appliquer, et donc ensuite les méthodes et pratiques, donc comment est-ce qu'on l'applique. Puis pour essayer d'un peu ancrer ça plus précisément dans le réel, on va vous présenter deux cas concrets, donc à travers un exemple de BI et un exemple de Salesforce. Et à la fin, donc, un petit moment de débat et de questions pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Je tiens également à dire que si jamais vous avez une question à n'importe quel moment de la présentation, vous pouvez utiliser l'option lever la main. Et donc ensuite, on vous donnera la parole pour éviter de nous couper tout de suite, mais on vous donnera la parole dès que possible. Et sinon, dans tous les cas, il y aura une petite période de débat et questions à la fin. Ok, Mathis, je vais pouvoir te laisser commencer sur les généralités dans les secteurs de métier. Yes, merci Maël. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que voilà, le conseil dans le numérique, c'est quand même un domaine très vaste. Il touche beaucoup de secteurs de métiers. Donc là, on vous en a nommé quelques-uns, notamment les technologies web et mobiles, dont on aura l'occasion de parler plus en détail après. La BI et les CRM, donc pareil, nous allons vous en parler dans les cas concrets qu'a cité Maël. La cybersécurité, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs de métiers qui touchent au numérique. La liste, elle serait beaucoup trop longue si on devait vous la faire. Donc là, on vous a vraiment choisi des sujets dont on a compétence et dont on peut parler. Dans tous ces secteurs de métiers, ils rentrent dans une même catégorie, c'est la transformation numérique. Maël, je te laisse faire la slide. Donc, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, transformation numérique, transformation digitale, digitalisation, parfois numérisation. C'est quoi exactement? Tout simplement, c'est le processus qui permet aux entreprises d'intégrer toute technologie digitale disponible au sein de leur activité. Donc, généralement, ces technologies, elles ont pour vocation d'améliorer de nombreuses choses au sein de l'entreprise et réunies ensemble, elles permettent de poursuivre la croissance de l'entreprise. Voilà, donc il faut savoir que pour toutes les entreprises, il y a quand même toujours cette recherche de toujours mieux vendre, mieux répondre aux besoins du client, délivrer les bonnes informations au bon moment, croître, améliorer sa structure. Donc voilà, la transformation numérique permet tout ça. Donc il y a quand même un point important à noter, c'est que la transformation numérique, c'est pas un concept nouveau. Peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez, mais c'est pas nouveau. Ça existe depuis l'essor d'Internet, pardon. Donc là, voilà, avec cette petite diapo, on va refaire un peu l'historique finalement de comment est-ce que ce terme est devenu populaire, pourquoi est-ce que maintenant on parle de transformation numérique. Donc déjà, première étape entre 2000 et 2005, avec l'émergence des GAFA, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, il y a déjà les premières réflexions et initiatives autour du numérique. Dans ces grands groupes, donc, il y a des investissements qui sont de plus en plus importants dans les CRM, dont je détaillerai un peu plus ce que c'est après. Ce sont des outils de gestion de relations clientèle. Et voilà, ces investissements, il y a une logique de performance au niveau du marketing. Donc, ils vont investir dans des outils numériques pour directement apporter une plus-value sur l'une de leurs activités. Donc là, voilà, c'est vraiment les premières réflexions, les premières mises en place du numérique dans l'entreprise. Deuxième étape, entre 2005 et 2010, c'est la mise en mouvement du marketing et des métiers. Donc ça, en gros, voilà, toujours au niveau des grands groupes, un peu plus les types d'entreprises en dessous, mais surtout les grands groupes, il commence à avoir vraiment une mise en mouvement autour du numérique.
notamment au niveau de l'omnicanalité, donc le fait que l'entreprise va chercher à se développer sur tous les canaux d'acquisition possibles grâce au numérique. Donc ça va être les réseaux sociaux, les mails, les médias web. Et voilà, il y a vraiment une mise en place, mais encore assez lente. Voilà, c'est la mise en mouvement, mais très lente, même au niveau des grands groupes. On voit quand même aussi l'émergence de startups qui vont vraiment se spécialiser dans ça, dans la transformation numérique, qui vont en faire vraiment leur métier, leur secteur d'activité pur. Après cette étape, donc troisième étape, entre 2010 et 2015, là, on voit vraiment le développement du numérique de manière forte et ciblée. C'est vraiment un incontournable dans tous les plans stratégiques des grands groupes. Il y a vraiment une partie de la stratégie de l'entreprise qui est dédiée à la mise en place du numérique. Et il y a vraiment l'émergence de nouvelles méthodes de travail. C'est-à-dire que maintenant, on ne prend plus le numérique comme une option, mais vraiment comme quelque chose à prendre en compte, quelque chose qu'il faut mettre en place dans l'entreprise. Et on voit arriver plein de nouvelles façons de travailler au niveau des salariés. Et enfin, il y a aujourd'hui, de 2015 jusqu'à aujourd'hui, la quatrième étape, qui est l'industrialisation et l'innovation. Donc voilà, depuis 2010 et 2015, il y a vraiment une notion obligatoire de transformation numérique. Elle est imposée, c'est une nécessité, une volonté d'accélérer de plus en plus la croissance de l'entreprise, d'améliorer son activité. On voit apparaître, et encore aujourd'hui, la formation et le recrutement de talents digitaux, des personnes comme Mayeul et moi-même, qui ont des compétences spécifiques dans ce domaine. Il y a aussi la présence de nouveaux processus qui sont numérisés, le développement d'interfaces, des infrastructures cloud. Bref, voilà, il y a vraiment plein d'innovations qui sont centrées sur les nouvelles technologies et le data. Donc ça, c'est très important parce que, comme je vous ai dit, même si la notion de transformation numérique n'est pas récente, les entreprises étaient là avant. Et avant, elles avaient quand même répertorié un nombre inimaginable de données sur leur activité, sur leurs partenaires, sur leurs clients. Et justement, la transformation numérique pose cet enjeu, cette question, est-ce qu'on a encore pertinence d'utiliser ces données encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Est-ce qu'on peut s'en servir? Voilà, donc ça, c'était un peu l'historique. Là, voilà un peu plus concret, des chiffres qui représentent un petit peu les types d'entreprises qui ont engagé encore aujourd'hui une transformation numérique. Donc là, on peut voir notamment les TPE qui sont aux alentours de 30%. Donc c'est assez peu comparé aux autres. Pourquoi? Voilà, parce que quand on est une toute petite entreprise, généralement, ce n'est pas la priorité, la transformation numérique. Généralement, l'entreprise, elle a besoin de développer plus sa structure, s'ancrer un peu plus dans son secteur d'activité, améliorer son activité. Voilà, donc c'est normal qu'elle soit basse à ce niveau-là. Au niveau des PME, un peu plus de la moitié, on commence à avoir une bonne structure au niveau de l'entreprise. Elle connaît bien les avantages et les investissements nécessaires à la transformation numérique. Donc, elles vont commencer à la mettre vraiment en priorité un peu plus élevée, même une priorité première. Les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, qui vraiment sont en majorité très investies dans la transformation numérique. On va parler de pourquoi après. Et bien sûr, les grands groupes que je n'ai pas mis, mais qui sont à 100% dessus. C'est une obligation pour eux. Comme je vous l'avais dit au niveau de l'historique, ce sont les pionniers, c'est eux vraiment qui étaient premiers dans la notion de transformation numérique. À côté, on a quelques chiffres quand même. Le 75%, ça correspond au nombre d'entreprises en France qui avouent que la transformation numérique est une priorité à mettre en place dans l'entreprise avec les technologies web et mobiles. Ça tombe bien, on va en parler aussi après. Et l'intelligence artificielle. Donc, toujours un peu dans les chiffres, faut savoir que voilà, ce n'est pas une notion juste théorique. Il y a quand même un intérêt à faire de la transformation numérique, à transformer numériquement son entreprise. Les avantages sont les suivants. On voit que les entreprises qui passent par la transformation numérique sont 26% plus rentables si elles sont numériquement matures. Donc, ça veut dire qu'elles ont réussi cette transformation numérique. Elles ont atteint leur objectif. Elles ont une croissance des ventes de 86%. Elles sont 69% plus efficaces opérationnellement parlant. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau même de l'entreprise, en interne dans l'entreprise, elles sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficientes. Il y a un gain de temps, un gain de moyens financiers, donc une meilleure structure, et une hausse de la fréquentation des magasins physiques et en ligne de 65%. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a des chiffres très intéressants quand la transformation numérique est bien réussie au niveau d'une entreprise. Donc voilà, là de ce qu'on peut voir, notamment avec l'historique, les chiffres que je vous ai donnés, actuellement, la transformation numérique, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Obligatoire pourquoi? Déjà, premier point,
elle est obligatoire pour améliorer l'entreprise elle-même. Comme je vous ai dit, voilà, c'est la structure, c'est améliorer la communication, améliorer les échanges, améliorer l'activité des salariés. Voilà, elle est tout simplement obligatoire pour ça, ne serait-ce que pour développer l'entreprise elle-même. Ensuite, point très bateau, mais qui est vraiment la nécessité de toutes les entreprises, c'est pour améliorer la relation avec le client. Toujours plus connecté, développer un maximum de canaux d'acquisition, être toujours auprès du client, essayer de trouver de plus en plus de prospects. Voilà, la transformation numérique, c'est vraiment l'outil essentiel pour ça. En complétion, développer la fidélisation client, bien sûr, puisque une fois qu'on a le client, qu'on a bien développé nos relations avec lui, on a transformé un prospect en client, ben voilà, il faut quand même garder contact, c'est quand même un client, il faut qu'il soit proche de nous. Donc voilà, la transformation numérique va permettre d'améliorer la communication avec lui, de toujours lui proposer des solutions à ses besoins dans les meilleurs délais, avec des réponses toujours plus pertinentes. Mais surtout, le point essentiel qui fait que la transformation numérique est obligatoire de nos jours, c'est pour être à jour sur le marché. Comme je vous ai dit, voilà, ça avait commencé par les GAFA, mais maintenant, c'est toutes les entreprises qui parlent de transformation numérique. Et voilà, aucune entreprise, aucun entrepreneur ne peut arriver sur le marché et la laisser complètement de côté, ne pas la prendre en compte, parce qu'il y aura une gêne au niveau de la concurrence. Il aura du mal à trouver des clients, même des prospects. Voilà, l'activité, elle coule en fait, donc elle est obligatoire. Next. Donc, elle est obligatoire, mais bien sûr, comme tout, il y a des avantages et inconvénients. Elle peut être mal intégrée. Elle peut être mal intégrée, pourquoi? Parce qu'il y a trop de temps pour la mettre en place. L'entreprise s'engage trop lentement. Il y a une absence de stratégie numérique claire. Je vous ai dit, la stratégie, il y a une stratégie à part qui est faite sur le numérique. Il y a des mauvaises directions, ils ont trop peu à investir dans les nouvelles technologies. Parfois même, ils voient que l'innovation comme une contrainte. Donc voilà, il y a plein d'erreurs qui peuvent être commises au niveau de l'intégration de la transformation numérique. Et on l'observe notamment pour les petites entreprises dont je vous avais parlé juste avant. Si elles en font une priorité, alors que la structure elle est pas stable, s'ils en font pas vraiment, ils n'ont pas les notions pour la mettre en place, au lieu de voir, comme vous avez pu le voir avec les chiffres, des bénéfices, une plus-value à mettre en place une transformation numérique, on verra des pertes pour ces entreprises qui l'intègrent mal. Ça peut aller jusqu'à 20% de pertes pour ceux qui ont échoué dans leur transformation numérique. Donc voilà, c'est pas aussi simple de la mettre en place et c'est pas aussi facile. Mais heureusement, voilà, on va filer un petit tuto. Les 4 étapes pour bien réussir une transformation numérique. Déjà, le tout premier, dépasser les freins. Donc les freins qui sont le temps, les coûts, la complexité. Donc voilà, il faut savoir que une entreprise, il y en a certaines voilà, qui existent depuis plusieurs années, il y a une hiérarchie, une organisation bien établie, et voilà, on se dit, mais voilà, on change du jour au lendemain, on passe du papier au numérique, bah voilà, ça peut être compliqué, parce qu'il faut s'adapter aux nouveautés, aux nouvelles technologies, voilà. Et voilà, c'est très important de se dire qu'il y a quand même un quart des entrepreneurs et des décideurs d'entreprise pour qui le passage au numérique, là, c'est perçu comme une nécessité contraignante. Ils sont obligés de le faire et ils ne voient pas forcément les avantages de la développer. Donc voilà, il y a ces freins, le temps, il y a besoin de temps, il y a besoin d'argent, c'est compliqué de la mettre en place, c'est très technique. Mais voilà, tous ces freins, en fait, il va falloir les dépasser et montrer à l'entreprise, il faut que l'entreprise, elle pense long terme, se dire que ça ne sera pas rentable dans un an, peut-être pas deux, peut-être pas trois, mais que voilà, au bout de 4, 5, 6, 7 ans, bah, il y aura une plus-value énorme. Donc il faut dépasser ces freins. Deuxième étape, c'est se donner les moyens nécessaires en manageant et en formant. Donc voilà, c'est un projet d'envergure, la transformation numérique quand même, surtout si l'entreprise est grande et qu'elle a, comme je vous dis, beaucoup de données à traiter. Donc ça implique de gros moyens financiers, mais aussi, c'est encore le cas aujourd'hui, une implication humaine. Voilà, donc il est important de se dire que même encore aujourd'hui, les sociétés ne respectent pas forcément la notion humain dans leur stratégie digitale, dans leur stratégie numérique, le fait de vouloir la mettre en place. Il y a un peu moins de la moitié des entreprises qui ont vraiment une équipe projet qui s'occupe de cette partie transformation numérique, avec vraiment une équipe pilotée et soutenue par la direction pour ça. Donc c'est quand même encore assez peu, même de nos jours. Donc il faut se dire que voilà, elles ne sont pas forcément préparées, elles ne sont pas formées à faire cette étape et elles essayent quand même de le faire. Donc comme je vous ai dit avant, ça peut amener à des pertes. Troisième étape, très importante, intégrer les acteurs. C'est en lien avec la deuxième, manager, former, mais surtout accompagner les salariés. Comme je vous ai dit, encore aujourd'hui, l'humain joue un rôle très important dans la réussite de la transformation numérique. Les salariés doivent être associés dès le début sur le projet en l'expliquant voilà, le fonctionnement des nouveaux outils, pourquoi est-ce qu'on met en place de nouveaux outils, à quoi ça va aider, quels sont les avantages
à l'utilisation de ça. Donc, des avantages comme l'amélioration de la structure, des relations avec le client, c'est ce que je vous avais nommé plus tôt. Et voilà, il y a vraiment une importance autour des salariés qui vont être moteurs, de former, de les encourager et vraiment à faire en sorte qu'ils acceptent de devenir moteurs du changement avec la transformation numérique. Et dernière étape, ça c'est nous pour la junior, c'est se faire accompagner. Donc voilà, comme je vous ai dit, réussir la transformation numérique, ça demande du temps, ça demande de l'argent, mais il faut se dire que les entreprises, elles ont une activité derrière, elles n'ont pas forcément le regard externe qui nécessite comment la mettre en place idéalement, cette transformation numérique. Donc, elles vont parfois demander un prestataire extérieur, un cabinet de conseil tel que le nôtre, pour avoir un avis expert, un avis extérieur de la stratégie de l'entreprise, et aussi gagner en sérénité. Comme ça, bah, voilà, c'est nous qui nous occupons de cette partie, et eux, ils se concentrent sur l'activité. Et derrière, il y a juste des retours. Donc voilà, ça prend du temps, mais mener à bien cette transformation pour les entreprises, ça apporte de grosses plus-values pédagogiques, de grosses plus-values, pardon, et des gros bénéfices surtout. Donc là, on a parlé un peu de tout ce qui tournait autour de la transformation numérique. Là, on va rentrer plus en détail avec l'un de ces aspects, les technologies web et mobile. Déjà, pourquoi en faire? Web mobile, donc les sites web, les applications mobiles, pourquoi est-ce qu'on en ferait? Déjà, pour revenir un peu avec la dernière étape que je vous avais dit au niveau de se faire accompagner dans la transformation numérique, pour avoir un regard externe sur la stratégie des entreprises. Voilà, comme je vous ai dit, elles ont leur façon de faire, elles ont leur fonctionnement, leur organisation et leur activité surtout, qui font qu'ils n'ont peut-être pas forcément le temps nécessaire pour se pencher sur comment se développer sur les sites web, ou si on a envie de monter une appli mobile, comment on peut faire. Donc ça, elles vont le faire passer à un prestataire externe. Aussi, pour avoir une expertise complémentaire, elles n'ont pas forcément les talents digitaux dont je parlais juste avant au niveau interne. Donc, elles vont devoir aller chercher des prestataires qui ont ces compétences techniques et qui ont cette expertise pour aboutir à un projet plus qualitatif. Et là, c'est un peu du parti du consultant, de celui qui fait du conseil, c'est pour devenir indépendant. Comme je vous dis, voilà, il y a beaucoup de startups qui ont été créées avec le mouvement des nouvelles technologies. Il y a le terme freelance, qui est un terme assez connu dans le jargon. C'est des personnes qui travaillent à leur compte. Et voilà, ces personnes, elles cherchent l'autonomie. Elles n'ont pas envie d'être dans une hiérarchie qu'elles doivent respecter. Elles n'ont pas envie d'être dans le milieu entrepreneurial. Elles ont envie de bosser à leur compte, tout simplement. Donc, quelques chiffres quand même pour dire, mais on peut se permettre aussi de faire du conseil en technologie web et mobile. Au 1er janvier 2020, c'est plus de 4,5 milliards d'internautes dans le monde. Donc, c'est beaucoup. Il y a plus d'utilisateurs d'Internet mobile, donc sur le smartphone, 54%, que d'utilisateurs Internet sur PC, qui sont à 46%. Donc, ouais, il y a une petite différence, mais c'est quand même très proche. Donc, c'est pour ça qu'on a englobé les technologies web et mobile. Et enfin, il y a plus de 1,60 milliard de sites web dans le monde. Donc, ce n'est pas qu'une activité de niche, c'est vraiment un gros secteur, quoi. Donc là, on a vu pourquoi en faire, c'est quoi l'intérêt de faire du conseil dans ces technologies. Maintenant, on va se demander, mais comment en faire? Pour qui en faire surtout? Donc, il y a plusieurs étapes à ça quand on veut faire du consulting dans les nouvelles technologies web et mobiles. Il faut déjà définir son marché cible pour étudier la concurrence. Donc, c'est-à-dire les individus, les entreprises qui deviendront les futurs clients du consultant. Donc, comme ça, on va pouvoir étudier le besoin, assurer que la demande est assez forte, que la concurrence est faible, si on n'a pas envie d'avoir une grosse concurrence. Voilà, donc ça va vraiment se permettre au consultant, à celui qui fait du conseil, de savoir à qui il va répondre et à quel client il va privilégier. Donc, pour vous donner un exemple, nous, en junior, on ne fait pas vraiment de marché cible. On fait surtout par projet. Et on va dire qu'on prend un peu tout ce qui se passe parce qu'on a des compétences très fortes dans les projets qui nous tombent dessus. Et ce n'est pas forcément lié à un type de client prédéfini, à un marché cible prédéfini. Deuxième conseil pour ceux qui veulent faire du consulting dans ces technologies, c'est de faire un business plan, tout simplement, pour déterminer les différentes stratégies à employer au niveau de l'entreprise et au niveau des clients, comment faire de la prospection, comment on va la faire, comment faire du marketing, comment est-ce qu'on va tarifer nos prestations. Donc ça aussi, on l'a en junior, même si c'est un peu obligatoire de la haute hiérarchie. On a quand même cette notion de business plan, on a des idées de prospection, on sait comment on va aller parler à nos clients, comment on va les récupérer, comment on va faire du marketing autour de nos offres de prestations et comment on tarifie. Dernière étape qui est très importante aussi, c'est le site web professionnel. Pour toute personne qui veut faire du conseil, même en dehors bien sûr des technologies web et mobiles, il faut un site web personnel pour gagner en visibilité, développer sa notoriété, ne serait-ce que pour se positionner dans les moteurs de recherche et être trouvé par les personnes qui ont besoin de vos compétences. Et surtout, ça c'est très important, surtout dans notre domaine, dans les technologies web et mobiles, c'est pour démontrer notre expertise.
montrer de quoi on est capable au client, montrer quelles études on a fait, avec quelle technologie, en combien de temps, avec combien de personnes. Voilà, donc c'est quand même un point important. Donc là, voilà, c'était comment est-ce qu'on peut se permettre de faire, comment on peut dispenser du conseil dans ces technologies. Maintenant, on va voir, mais comment appliquer, comment est-ce qu'on fait réellement du conseil dans ces technologies-là, web et mobile. Très important, il faut analyser le besoin du client. Qu'est-ce qu'il souhaite réellement? Quels sont ses besoins explicites, donc ce qui fait clairement comprendre de quoi il a besoin, sans ambiguïté, et quels sont ses besoins implicites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il n'a pas exprimé très clairement, mais vous sentez que c'est une contrainte. Le client, il pense que pour lui, c'est un besoin, c'est évident, mais c'est une contrainte que vous devez prendre en compte dès le lancement du projet, quand vous allez vous mettre sur son projet web ou sur son projet mobile. Donc c'est important de ne pas hésiter à poser des questions, reformuler, surtout pour les besoins explicites. Si vous êtes sûr et que vous êtes très clairement compris avec le client, bah, vous allez le savoir, puisque quand vous allez reformuler, il vous dira oui, oui, c'est ça. Et encore plus si c'est implicite. Comme ça, vous êtes sûr de comprendre tous ces besoins. Donc là, c'est vraiment les deux étapes rouges super importantes. Il y a quand même une troisième qui commence un peu à disparaître, mais qui est encore le cas aujourd'hui, surtout pour les vieilles générations, donc pas la nôtre évidemment, mais parfois, il y a des clients, des personnes qui viennent vous voir, qui sont un peu vieilles, elles n'ont pas connaissance de tout ce qui peut se faire au niveau de ces technologies. C'est un secteur qui mûrit continuellement et il y a beaucoup d'innovations autour, donc peut-être qu'elles vont être dépassées et elles vont avoir des doutes sur leurs besoins. Elles ne sauront pas, mais comment s'en servir, comment la mettre en place. Du coup, il est très important d'être force de proposition. Lui montrer ce qui se fait un petit peu, par exemple, pour les sites web, ce qui se fait un peu au niveau de Google sur la concurrence. C'est quoi les normes de base? Et voilà, tout ça, ça va aider à faire du conseil et aboutir à un projet concret et pertinent. Donc, pour vous donner des petits exemples, si vous avez bien suivi là, ces 3 points, imaginons là, je suis client, j'arrive, je viens vous voir pour un site web. Je dis, voilà, écoutez, j'aimerais me mettre à la page, j'aimerais développer ma présence, la présence de mon entreprise en ligne. À votre avis, là, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour répondre à ce client? Et là, tout le monde peut répondre. Oui, Stanislas? Bah là déjà, du coup, il faut essayer de reformuler ce qu'il a dit parce que c'est pas assez clair. Tout à fait, tout à fait. Donc, reformuler. Pour toi, là, tu vois quoi? Est-ce que tu vois un besoin explicite, c'est-à-dire qu'il t'a très clairement fait comprendre ce qu'il voulait? Ou est-ce que tu vois plutôt un besoin implicite? Il a envie de dire quelque chose, mais tu n'es pas sûr. À ton avis, il y a quoi dedans? Alors, pour moi, il n'y a pas grand-chose parce que avec ce genre de phrase, je peux de mon côté l'interpréter et lui donner seulement, par exemple, une page Facebook. En soi, j'ai développé sa présence en ligne, alors qu'il voudrait bien dire qu'il voulait au final, je sais pas, une page sur LinkedIn ou une page Internet. Tout à fait. Tout à fait. D'où l'importance de reformuler, de s'assurer de son besoin. Donc là, j'ai détaillé un peu plus. J'ai fait ah non, 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 pas sur les réseaux sociaux, je suis déjà dessus. Non, non. Moi, ce que je veux, c'est ouais, c'est un site web personnel. Voilà, je veux un site qui montre mon entreprise aux autres. J'ai envie qu'ils me connaissent, j'ai envie qu'ils voient ce que je fais. Là, qu'est-ce que tu dirais à ce client? En tout cas, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les étapes que tu essaierais de mettre en place? Stanislas ou autre, hein, d'ailleurs, je ne fais pas de discrimination. Bon, s'il n'y a personne d'autre, je vais bien continuer. Ah non, c'est bon, Leandra? Léandra, je te laisse. Ben, il faudrait lui demander qu'est-ce qu'il veut exactement sur le site web, mais aussi qu'est-ce qu'il veut montrer exactement, s'il veut vendre sur le site web ou non, ou s'il veut que ce soit juste une affiche, Tout à fait. et le message qu'il veut faire passer. Plutôt pro, plutôt relax, selon qui il vise. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, ça c'est un cas typique d'un client qui vient vous voir avec un besoin pas clair, c'est vraiment un besoin d'entrepreneur en fait. Il me dit voilà, moi je veux ça et je veux être connu. Donc là, vous n'avez pas trop d'idées par où commencer, donc il faut bien sûr détailler et étayer ses propos, son besoin, qu'est-ce qu'il a vraiment envie. Donc une fois qu'on a fait tout, donc là vous avez très bien fait l'exercice, hein, donc ça serait vraiment, lui il veut un site web, qu'est-ce qu'il veut dessus? Est-ce qu'il veut que les clients ou ses prospects ils achètent dessus? Ou alors est-ce que c'est juste de l'affichage? Donc là on peut se dire voilà, il veut développer la présence de son entreprise en ligne, il dit pas plus, il s'arrête là. Donc nous notre réponse, ou en tout cas la réponse du consultant, ça sera la suivante.
Bah, voilà, nous pouvons vous proposer un site vitrine mettant en avant vos offres de prestations ou vos produits, ou l'histoire de votre entreprise, sa date de création, les dirigeants qui tournent autour. Voilà. Donc, c'est très important de vraiment faire cet exercice parce que, comme vous avez pu le voir, avec le besoin du client qui a été annoncé juste avant, on ne sait pas exactement comment le mettre en place, on ne sait pas ce qu'il veut réellement. Mais en détaillant un peu plus, on se rend compte. Il dit qu'il veut développer sa présence en ligne, il ne précise pas forcément qu'il veut que ce soit technique, il veut juste s'afficher. Bah, voilà. De notre côté, pour les technologies web, on fait un site vitrine qui est juste de la présentation de ce qu'il fait dans son activité, ce qu'il propose à ses clients. Peut-être qu'il a réussi aussi, mais voilà. Ça, c'est une réponse typique après, du coup, les étapes d'analyse du besoin, de reformulation, tout ça. Deuxième exemple. Pareil, donc là, c'est encore pire, hein, encore plus fou. Là, c'est vraiment le client, il vous emmerde. Il fait, voilà, bah, écoutez, bonjour, moi, j'aimerais que mes clients, donc il a des clients, puissent s'inscrire à des formations en ligne. Donc pareil, essayez de refaire un peu l'exercice. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Là, c'est flou quand même comme besoin. Il veut que ses clients s'inscrivent à des formations en ligne. Donc, je vais vous aider un peu. Des formations de quoi? Mais comment ça? Il a des clients, il a déjà un outil existant en ligne, il fait des formations, mais comment il les dispense? Il les dispense en ligne, il les dispense en distanciel, c'est sur quoi? Donc voilà, il y a déjà cette partie. Ce qui est important là, du coup, ça va pareil, reformuler, analyser concrètement son besoin. Lui, il veut des formations en ligne. Donc, il y a une partie d'inscription. Donc, on se doute que, contrairement au client précédent, ça ne sera pas juste un site vitrine. Il y aura un espèce de système. Donc, nous, derrière, en tant que consultant, on va proposer ça comme réponse. Bah, écoutez, nous pouvons, monsieur, vous développer une application web qui gère ce système d'inscription. Même si c'est des formations sportives ou des formations informatiques ou des formations sur de l'audit ou de la qualité, finalement, on s'en fiche un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est un système qui gère cette inscription à des formations. Donc là, c'est vraiment un aspect technique. Ça sera peut-être une partie, une fonctionnalité d'un site web, donc peut-être à reprendre depuis le début, ou une fonctionnalité à ajouter à un site web qu'il possède déjà. Mais voilà, nous, notre mission en tant que consultant, ça sera juste développer cette application. On sera vraiment arrêté à une étape de tout le projet qui tourne autour s'il a déjà un outil existant. Donc voilà, ça c'est un peu des exemples, bien sûr, il y en a plein, il y a plein de clients qui peuvent être tous plus chiants et plus flous les uns que les autres. Mais voilà, ça fait partie quand même du conseil dans le numérique. Il faut se dire que analyser, reformuler, s'assurer du besoin du client, c'est vraiment l'étape la plus cruciale. Le développement à côté de tout ce qui est autour des technologies web et mobiles, tout ce qui est sur l'aspect technique, finalement, c'est plus simple. Il faut se dire que c'est l'essentiel, c'est vraiment d'avoir le besoin du client bien compris et bien pertinent au départ. Sinon, le projet, il mène à un livrable absolument pas voulu par le client. Et le projet a échoué. Et vous êtes tous les deux perdants dans tous les cas, le consultant comme l'entreprise. Donc là, voilà, c'est un peu des exemples qu'on peut donner autour des technologies web et mobiles. On peut se poser la question, mais après, wow, imaginons on a bien répondu au client, on lui a fait son projet, il est content. Mais est-ce qu'on arrête tout? Bien sûr que non. C'est important de savoir que voilà, ce secteur qui est du coup les technologies web, mobile, mais même en dehors de tout ça, tout ce qui touche au numérique, bah, il y a quand même une recherche d'innovation constante pour toutes les entreprises dans ce domaine. Donc il y a des questions qui se posent, c'est pourquoi est-ce que le consultant ne reviendrait pas voir le client? Peut-être que son besoin a évolué, peut-être qu'il a besoin de plus de fonctionnalités, il aurait besoin d'une deuxième version de ses outils web et mobiles, peut-être qu'il aimerait se développer avec d'autres personnes, mettre des parties prenantes supplémentaires au projet, il voudrait peut-être améliorer encore plus de choses. Donc voilà, s'il y a vraiment un bénéfice sur ça, c'est qu'au niveau de toutes ces technologies dans le numérique, ça évolue tellement rapidement, l'obsolescence arrive très très vite au niveau de ces technologies, qu'on est sans cesse dans la capacité de pouvoir retourner vers le client et on a quasiment l'assurance que son besoin il aura évolué. Donc voilà, c'est très important d'avoir quand même cet échange avec le client, même après la fin d'un projet. C'était tout pour les technos. Du coup, là, on a conclu avec donc la partie un peu présentation généralité sur les secteurs de métier. Est-ce que vous avez des questions déjà? Ok. Bon, bah, du coup, je vais pouvoir présenter un peu plus en avant donc, les méthodes et pratiques. Donc, comment est-ce qu'on va essayer quels sont les processus à suivre pour appliquer tout simplement ce conseil. Donc, premièrement, vraiment important, le diagnostic. Quel est l'existant? Quelles sont les problématiques qui sont soulevées? Tout simplement, pourquoi est-ce que on voudrait passer à une version numérique ou alors améliorer la version numérique qu'on possède déjà? Donc, quels sont les acteurs qui vont être impliqués
dans ce projet, donc que ce soit le client final ou enfin les utilisateurs finaux plutôt, ou les clients qui vont demander. Et enfin quoi? Donc là c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ça peut être une application mobile, ça peut être une analyse de parc informatique. Donc voilà, ça c'est très important de faire cette phase de diagnostic. Ensuite, une fois que ce diagnostic a été établi, il va falloir fixer un objectif. Un objectif, il a nécessairement une plus-value, sinon le projet n'a pas de sens s'il n'a pas de plus-value. Et donc pour ça, c'est très très important de s'appuyer sur les retours d'expérience. Donc sonder les utilisateurs finaux, sonder les clients sur leurs besoins, enfin tout ce qu'ils étaient capables de faire en fait. Il faut surtout pas que ce soit noyé et qu'on le retrouve pas dans. Enfin, il faut pas qu'on perde une fonctionnalité en route. En gros, ça c'est très très important. Une fois que cet objectif est défini, du coup, on va commencer à travailler sur la solution pour le mettre en place. Donc, il y a une phase de spécification très importante. Donc là, ça va être la rédaction du cahier des charges, détailler exactement le besoin du client précisément. Donc, ça va être par le biais de schémas conceptuels, ça va être par le biais de description de cas d'utilisation, comme on appelle. Donc, c'est-à-dire, bah voilà, le client arrive sur cette page, il va saisir son adresse mail, puis saisir son mot de passe, ce qui va lui permettre de se connecter à son compte, etc. Donc ça, voilà, tout ça, ce sont des spécifications. Et ensuite, également très très important dans notre domaine, le choix de la technologie. Parce que là, admettons, le client nous demande un site web. Donc, s'il nous demande simplement un site web vitrine, donc qui permet de présenter son activité, des technologies simples comme de l'HTML ou du CSS suffiront. En revanche, si ça va être un site qui permet de gérer par exemple ses stocks et de gérer ses livraisons, là il va falloir mettre en relation une base de données. Et donc ça va demander une autre technologie qui va permettre de pouvoir faire ça. Donc le choix de technologie est très très important et c'est là où il y a une grosse phase de conseil. Et c'est également très important pour le consultant d'être à jour, donc d'effectuer constamment une veille technologique pour savoir qu'est-ce qui est pertinent à proposer. Une fois qu'on a établi la solution avec le client, que tout le monde est d'accord, on va passer au pilotage, donc la partie un peu gestion de projet. Donc c'est là où le consultant va développer l'application et où faire la gestion de projet. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre situation, le consultant peut être soit intervenir ponctuellement, c'est-à-dire sur une seule de toutes ces étapes, soit être là du début à la fin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, par exemple, un client qui aura déjà fait une phase de diagnostic et ils sont déjà fixés les objectifs. En revanche, ils ont besoin d'un spécialiste qui a besoin de leur spécifier leur projet et de leur proposer d'être force de proposition sur les technologies. Donc là, notre intervenant va n'intervenir qu'à partir de la partie solution. Puis, si ça se trouve, en interne, ils ont les compétences et les capacités pour développer le projet et le gérer. Donc, ils vont reprendre en main le projet et le développer en interne. Là, notre rôle de conseiller aura été utile uniquement sur la partie solution, par exemple. Mais il se peut aussi qu'ils aient besoin de développeurs externes, enfin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les compétences en interne, et donc ils vont faire appel à nous, à la société pour laquelle on travaille, pour faire cette partie développement, et donc la gestion de projet également, qui sera toujours très conjointe avec le client. Et enfin, la dernière étape, mais certainement celle qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, c'est la période de formation. Parce que qui dit amener de nouvelles technologies et amener des nouveaux processus d'utilisation, dit résistance au changement. Non, mais moi je comprends pas, sur mon interface, je cliquais sur ce bouton là, j'avais tout de suite la fonctionnalité que je voulais. Là maintenant, elle est perdue, je sais plus dans quel il faut que j'aille. Moi je reste sur l'ancienne, c'était vachement plus pratique quand même. Ça c'est le pire scénario qui puisse arriver. Et c'est pour ça que il faut assurer l'usage de la solution qu'on est venu mettre en place en convainquant les utilisateurs que ce qu'on leur apporte c'est une solution efficace et qui a vraiment une plus-value. Et donc ça passe par des formations. Donc ça peut être des séminaires au sein de l'entreprise, ça peut être mettre en place une documentation détaillée, un espèce de wiki spécifique à l'application qu'on leur a montré. Donc ça peut se passer de plein de façons différentes, mais c'est une étape vraiment cruciale et si on la sous-estime, ça devient des projets obsolètes, c'est-à-dire un projet qui coûtait super cher à développer et au final bah, on le retrouve, on s'en sert pas parce que finalement ce qu'on avait avant ça marchait mieux ou alors on se rend pas compte de tout ce que ça pourrait nous apporter. Et donc voilà, encore une fois, à ce moment-là, ça peut être le consultant, enfin notre rôle de conseiller qui va également dispenser ces formations ou pas. Ça peut être nous, bah, on leur fournit une documentation et eux, ils s'assurent en interne de communiquer sur comment l'utiliser, etc. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que notre rôle de conseil peut s'appliquer à une de ces parties,
ou à seulement 2 ou à toute l'entièreté par exemple. Donc voilà, c'est pour résumer ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Ok, bon, bah, ça veut Oui. dire que... Ah, oui, vas-y, je t'en prie. Alors moi, c'était de mon côté. Au niveau de l'objectif, Ouais. j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que c'était obligatoire d'avoir une plus-value? Enfin, c'est la plus-value, excuse-moi si je te fais répéter, elle est pour qui? En général, la plus-value, elle va être pour l'utilisateur final. Donc, c'est-à-dire, l'utilisateur final, c'est celui qui va utiliser notre solution. Par exemple, ça peut être un site internet qui gère les stocks. On va reprendre cet exemple-là. Tu as une base de données qui est très très conséquente. Du coup, tu as beaucoup de produits, beaucoup de données. Quand tu appliques un filtre et que tu recherches ton produit, ça met 15 secondes à afficher. Du coup, l'objectif, par exemple, ça peut être tout simplement ça peut être de réduire ce temps de chargement, par exemple. Donc, en faisant des modifications dans la base de données et en ayant un temps de réponse plus rapide, donc passer de 15 à 2 secondes, par exemple, ça peut être un objectif. Disons que, en fait, si tu peux faire un projet sans plus-value, mais en fait, quel est l'intérêt de dépenser des sous et du temps si ce que tu fais ne t'apporte rien, en fait? C'est surtout ça la question qu'il faut se poser, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, on est tous d'accord. D'accord, c'est bon pour moi. C'est surtout que la plus-value est pour le receveur, donc le client. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment centré sur à qui est-ce qu'on va prodiguer ces conseils et qu'est-ce que ça peut leur apporter. Tout à fait, ouais. Donc là, en l'occurrence, ça va être le client ou ceux qui vont utiliser l'application du client, etc. Tout à fait. Ok, merci pour la rectification. Pas de souci. D'autres questions? Bon, et ben, je propose de repasser la parole à Mathis qui va vous présenter un cas concret. Yes. Alors, le cas concret sur les CRM, donc je vous avais balancé ce terme au début là sur mes diapos, et je vais vous donner un exemple de ce type d'outil numérique avec Salesforce. C'est un outil CRM. Donc déjà le CRM, c'est quoi? C'est un Customer Relationship Management ou outil de gestion de la relation client pour les non-anglicistes parmi nous. C'est un outil qui gère en fait la stratégie justement de cette gestion de la relation et des interactions d'une entreprise avec ses clients, mais aussi avec ses clients potentiels, donc ses prospects. Donc ce système de CRM, cet outil de gestion de la relation client, elle aide les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à numériser leur processus de vente sur l'outil, à améliorer leur rentabilité, le chiffre d'affaires directement. Bref, pour vous résumer, l'objectif d'un outil comme ça, c'est simple, c'est améliorer les relations commerciales pour l'entreprise. Voilà, donc là, pourquoi est-ce que je vous parlais plus en détail de Salesforce? Alors, je pourrais prendre n'importe quel autre CRM, hein. Salesforce, hein, c'est une solution CRM comme une autre. Déjà, c'est parce que c'est celle que je dispense en alternance auprès de mon entreprise. Donc, déjà, Salesforce, c'est aussi le nom de l'entreprise éditrice de logiciels. Elle est connue au niveau international, c'est une boîte américaine à la base. Donc, c'est une plateforme cloud, donc une plateforme qui est disponible en ligne, accessible partout dès qu'il y a une connexion sécurisée, qui offre l'outil du coup de gestion de relations clients, qui permet du coup d'unifier la vue des clients, mais pour tous les départements d'entreprise. Donc vraiment, toute l'entreprise va avoir cette visibilité autour du client, va avoir cette visibilité du processus de vente et vont pouvoir vraiment analyser chaque partie de ce processus, toujours dans un but de se développer sur le point de vue commercial. Donc, dans Salesforce, il y a beaucoup de services qui sont dispensés. On remarque quand même 3 services qui sont très communs pour tous les outils CRM et pour toutes les entreprises qui en dispensent. C'est les ventes. Le but d'un CRM, c'est simple, c'est passer moins de temps à saisir des données, davantage à communiquer avec les clients, en mettant en œuvre avec un processus de vente précis et reproductible avec d'autres clients. C'est aussi du coup de booster le chiffre d'affaires, améliorer la base de prospection de l'entreprise. Le service client, qui permet de proposer un support cohérent auprès des clients, même personnalisé des fois, avec chaque interaction pour chaque client. Du centre d'appel, donc quand on décroche, même au terrain, avec voilà, des automatisations, des chatbots qui permettent voilà, d'améliorer vraiment ce service client pour l'entreprise à ses clients.
Il y a un service marketing aussi, pareil, qui est commun à tous les CRM, c'est créer des messages pertinents, atteindre la bonne cible sur le bon canal au bon moment. Vous avez vu là, on essaie vraiment de toucher tous les canaux d'acquisition, donc le marketing au sein d'un CRM est très important. Tout ça, voilà, ça va permettre d'acquérir de plus en plus de clients et de plus en plus de prospects, et du coup, plus d'opportunités de vente, et à la fin, une meilleure rentabilité financière. Voilà, donc ça, c'était un peu tous les services qui tournent autour de Salesforce. Maintenant, je vais vous poser une situation simple. Ah oui, non, pardon, je vais quand même vous présenter les étapes de comment est-ce qu'on fait du conseil pour du CRM. Donc déjà, comment est-ce qu'on conseille? Donc, je vais reprendre l'exacte méthodologie de Mayol. Pareil, il y a analyse de l'existant. Ça, c'est la première étape. Voilà, il y a une entreprise qui vous appelle, ils ont besoin d'un outil CRM au sein de leur activité. Vous allez arriver en tant que consultant. Les choses à regarder, c'est simple. La stratégie. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se développer sur le marketing? Elle veut se développer au niveau du développement commercial? Elle veut avoir plus de clients? Ou alors, elle veut se développer sur d'autres parties, mais plus axé au niveau du service clientèle. Voilà, donc tout ça, on va devoir le regarder. On va devoir regarder de manière générale l'environnement de l'entreprise, le nombre de salariés, quels sont les outils qui sont déjà mis en place, quelles sont les parties prenantes qui tournent autour de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape de base. Ensuite, on a la deuxième étape, c'est adapter le besoin d'entreprise sur l'outil. Donc voilà, ils disent j'ai besoin d'un CRM, mais j'aurais besoin surtout de ça, ça et ça. Donc vous, en tant que consultant, comme vous l'avez vu, il y a plein de services qui sont mis en avant sur Salesforce et même sur les CRM de manière générale. Vous allez devoir choisir le service, les fonctionnalités adéquates pour l'entreprise, parce que ça ne sert à rien de lui donner un surplus d'informations et de fonctionnalités qu'elle n'aura pas besoin. Donc une fois que vous avez adopté ce besoin, vous savez exactement quoi lui donner. On arrive à la troisième étape, qui est présenter l'outil et ses fonctionnalités. Voilà, vous savez, vous avez fait le tri dans votre CRM, vous avez fait le tri dans les services que vous voulez proposer à votre client qui vous recrute en tant que consultant. Vous lui présentez l'outil. Voilà, l'outil c'est Salesforce, il y aura tel service qui vous seront proposés. On va vous donner des rapports analytiques qui vont permettre d'étudier tout votre cycle de vente, de voir comment vous faites du chiffre d'affaires, sur combien de délais, le nombre de clients que vous touchez. Voilà, donc vous allez présenter l'outil et ses fonctionnalités à l'entreprise. Quatrième étape, la communication préalable sur sa mise en place. Comme l'a dit Mayol, voilà, il y a les salariés ont encore une place très importante, ils sont moteurs de cette mise en place d'un nouvel outil dans une entreprise. Donc il va falloir communiquer avant sa mise en place, voilà, pour qu'ils sachent que il y aura un nouvel outil qui va être déployé dans tel jour, en combien de temps, il y aura X fonctionnalités dessus. Voilà, si vous ne faites pas ça, les salariés vont être très réticents à sa mise en place et comme l'a dit Mayol en exemple, ils vont dire ouais, mais moi je préfère avant, ça marchait mieux. Voilà, donc c'est important de prévenir. Et enfin, les dernières étapes, 5 et 6, formation et déploiement. Pourquoi sur la même ligne? Déjà, l'ordre marche. On va former les utilisateurs pour qu'ils apprennent à se servir du logiciel. Ils apprennent à se servir d'un CRM, comment est-ce qu'ils peuvent s'en servir, quels sont les avantages. Et derrière, une fois qu'ils seront bien formés, on le déploie et on est sûr et certain, tout le monde sait s'en servir. Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, la recherche d'innovation est constante. Et comme vous voyez, il y a plein d'autres fonctionnalités sur Salesforce ou n'importe quel autre CRM. Il y a d'autres fonctionnalités qui vont être mises à jour, qui vont être proposées à l'entreprise. Comme je vous ai dit, il est probable, même sûr et certain, que l'entreprise va avoir peut-être un besoin supplémentaire au niveau de l'outil qui va être déployé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas juste une frise, c'est un cycle, ces étapes. Derrière, il y aura d'autres déploiements qui vont être faits, donc une nécessité de former encore plus ses salariés, et ainsi de suite. Déploiement, formation, pour que voilà, le besoin il soit toujours en vigueur, que l'entreprise ait toujours l'outil qui lui serve bien comme il faut, qui soit adapté à son besoin, et qu'elle puisse répondre très efficacement à ses clients de manière générale, ou avoir une meilleure activité. Donc là, je vais vous donner un cas concret avec Adidas. Donc là, voilà, on va remonter 4 ans en arrière. Donc, je représente Adidas. Je viens vers vous. Je dis, voilà, nous, ça fait depuis un bon moment. On misait aussi sur nos magasins physiques pour vendre nos vêtements sportifs, pour vendre nos baskets. Mais voilà, on a pris connaissance de tout ce qui touche autour du numérique. On a envie de passer vraiment par du e-commerce. Voilà, on a envie de développer notre site web où on vend nos produits dessus. On sait que la jeune clientèle est très intéressée, plus que la clientèle vieille, autour de nos produits. On voudrait vraiment maximiser cette clientèle. On voudrait optimiser notre marketing vers cette cible. On voudrait vraiment les assister, vraiment avoir un choix, vraiment une interaction personnalisée avec ces personnes. Donc voilà, moi je suis Adidas, je vous dis ça. À votre avis, là vous arrivez en tant que consultant, qu'est-ce que vous faites
et quel service vous allez leur proposer, avec ce que je vous ai montré un peu avant. Bah forcément le CRM. Le CRM, ouais, mais quelle fonctionnalité? Est-ce que vous voyez un intérêt de développer quoi particulièrement? Est-ce que vous allez développer plus les ventes? En fonction du discours que j'ai tenu, hein, du point de vue d'Adidas, vous, quelle fonctionnalité vous allez vraiment adapter pour Adidas? Si vous voulez, on peut revenir sur les petites images qu'on avait avant pour que vous donniez une idée. Voilà, parmi tous ces services, avec le discours que je vous ai tenu, qu'est-ce que vous conseillerez le plus en tant que consultant, par exemple, à Adidas pour que voilà, il ait une meilleure gestion de sa jeune clientèle, qu'il la touche plus facilement, qui booste sa rentabilité en ligne plus qu'en physique. Qu'est-ce que vous suggérez dans tout ça? Donc bien sûr, je n'ai pas détaillé tous les services, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont très optionnels. Pour moi, ils ont déjà pas mal de marketing et de communication. Donc, je pense qu'il faudrait bien développer tout ce qui est vente, donc avec les livraisons. Comme ça, on n'a pas besoin de se déplacer, c'est toujours sympa. Et un bon service client pour que, par exemple, si on a pris la mauvaise taille, ou parce que selon les marques, ça change, qu'on puisse les avoir facilement, qu'on puisse facilement rendre ou échanger. Parce que des fois, c'est un gros souci pour beaucoup d'entreprises où les consommateurs galèrent à rendre ou à se faire rembourser pour des trucs. Super réponse. Est-ce qu'il y en a qui voudraient compléter la réponse de Léandra ou c'est bon pour tout le monde? Très bien, on va partir du principe que c'est bon pour tout le monde. Bah, voilà la réponse, Léandra a trouvé. Donc oui, bien sûr, avec le discours que je vous ai tenu, ils ont envie de maximiser la rentabilité des ventes, tout ce qui est du cycle de processus de vente des clients, que ce soit des grosses entreprises ou des particuliers comme nous, en ligne. Donc il va falloir que nous, en tant que conseillers dans les CRM, on leur propose la fonctionnalité vente. On va dire voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs de vente, vous allez pouvoir mieux suivre le client, mieux suivre ce qu'il prend de manière générale, vous allez suivre de manière plus régulière et plus automatisée le processus de vente autour de vos baskets, par exemple. Le service client, tout à fait, Leandra, c'est très important. Comme je vous ai dit, ils ont envie de se focaliser sur une autre clientèle, une clientèle qui est jeune, donc une clientèle qui sait se servir des outils web, donc ils vont forcément avoir peut-être des erreurs au niveau de la livraison, qui vont ils vont faire des remarques, ils vont contacter le support en ligne. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont envie? C'est qu'ils ont vraiment envie de se rapprocher de cette clientèle, ils ont envie de la développer. Donc il va y avoir des interactions privilégiées, comme je vous ai dit pour le service client, auprès de ces personnes qui ont besoin d'avoir un service, un support très pertinent, très rentable. Donc voilà, ce service, il est obligatoire aussi avec le discours que j'ai tenu. Et enfin, bien sûr, le marketing. Alors en effet, l'endroit, ils en ont beaucoup, mais comme je vous ai plus ou moins détaillé, ils ont quand même cette envie de se focaliser sur la jeune clientèle et pas la clientèle générale, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, en 2017, où ils visaient tout le monde. Donc voilà, ils vont miser sur du marketing, des messages personnalisés pour ces gens, sur des produits bien choisis en fonction des achats des consommateurs. Voilà, ils vont vraiment mettre en place cette campagne de vente, service client et marketing. Ce qu'ils ont fait, très récemment, c'est du coup post-2017, ça fait 4 ans qu'ils sont passés à Salesforce. Donc bien sûr, les chiffres sont un peu inconnus, mais c'est Adidas, en tout cas, ils sont encore debout. Ils ont une très très bonne activité. De ce qui a été dit, ils sont très rentables. Et maintenant, ils sont très grands partenaires avec Salesforce. Donc, ils ont très bien réussi leur déploiement de CRM et ils ont très bien mis en place leur stratégie autour de cet outil. Voilà, donc c'était un peu tout ce qui touchait au CRM. Faut savoir que quand même, il y a une bonne partie analytique aussi dans Salesforce, enfin dans les CRM de manière générale, parce que voilà, vous arrivez à suivre le processus de vente, vous arrivez à suivre vos clients, et derrière, voilà, il faut faire des rapports, il faut suivre un petit peu toutes ces données, c'est très important pour l'entreprise. Donc voilà, il y a quand même une petite partie de traitement des datas. Et pour que ce point soit un peu plus approfondi, je vais laisser la parole à Mayol, qui aura certainement beaucoup plus de choses à dire que moi là-dessus. Eh bah oui, très belle transition du coup. Donc moi je vais vous montrer un cas concret à mon échelle du coup par rapport à ce que je fais dans mon alternance. C'est donc la business intelligence. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la business intelligence ou alors BI pour raccourcir. Donc en français, c'est l'informatique décisionnelle. L'objectif de la BI, c'est d'aider la prise de décision pour les dirigeants de l'entreprise ou pour le responsable marketing, par exemple. Donc, concrètement,
ça va être prendre des données brutes. Donc là, par exemple, les ventes dans les magasins pour Adidas. Et en fait, ces données, les mettre en forme, faire des relations, des corrélations, pour essayer ensuite d'en dégager des tendances, de dégager, par exemple, on se rend compte que tel modèle s'est très bien vendu aux États-Unis, mais pas du tout en Europe. Pourquoi? Et ensuite, on se rend compte de ça, par exemple, on va enlever ce modèle de France et puis on va le remettre plutôt, on va augmenter les stocks aux États-Unis. Donc voilà, en gros, le but de la business intelligence, ça va être ça. Donc, comment est-ce qu'on fait de la BI? Donc, la première étape, c'est extraire. Donc, on extrait les données, on récupère les données qu'on veut traiter. Ensuite, une fois qu'on a toutes les données qu'on veut, on va les transformer pour les adapter à notre besoin. Donc là, par exemple, si c'est des ventes, des sites, etc., là, la phase de transformation, ça va être faire des relations en fait entre ces sites, entre les sites et les ventes. Et enfin, on va les charger, donc charger dans un logiciel qui permet de faire de la mise en forme. Et c'est là qu'une fois qu'elles sont chargées, on va s'appliquer à les transformer. Donc ça va être souvent sous forme de graphique, ça va être sous forme de tableaux organisés, etc. Donc on dénombre plusieurs logiciels pour faire de la mise en forme de BI. Donc Power BI, qui est la solution de Microsoft, donc qui est très largement utilisée et qui est très très efficace, celle aussi que j'utilise. Mais il en existe aussi d'autres, donc par exemple ClickView, qui permet de faire globalement la même chose, ou encore Looker. Donc il y en a sûrement d'autres aussi, mais ça, ce sont les principaux acteurs. Donc, par exemple, dans mon entreprise, on avait des données, donc un grand nombre de données. C'était des rapports d'erreur. C'est-à-dire que je travaille dans un service qui étudie la chaîne de production de puces électroniques, donc à ST Microelectronics. Et dans cette phase de production, il y a des moments où il y a des erreurs. Et donc ces erreurs, elles sont enregistrées sous des fichiers texte, donc c'est des pavés de texte de milliers de lignes. Et donc c'est très peu lisible, ça va être dur d'aller trouver déjà la bonne ligne, la bonne date, la bonne heure dans un fichier texte qui fait des centaines de milliers de lignes. Et donc c'est peu lisible. Donc ça va causer, c'est difficile de suivre une erreur, de savoir quand est-ce qu'elle s'est produite. C'est difficile d'avoir une historisation, par exemple. Comparé, on se rend compte qu'au mois de janvier, on a eu 10 erreurs sur la chaîne de production. Si on se retourne et qu'on regarde depuis 10 ans, il y a une moyenne de 15-20 erreurs par mois, et on se dit, bon, ça va, c'est rien d'alarmant, ça rentre dans le taux de criticité normal, on va pas s'inquiéter. Par contre, si on se rend compte qu'il n'y a jamais eu d'erreur et que là, d'un coup, on en a 10, alors ça va nous permettre de s'inquiéter, d'aller creuser un peu plus profond pourquoi est-ce qu'il y a ces erreurs, etc. Donc voilà, ça va permettre de prendre une décision sur quoi faire ou où agir pour corriger ces erreurs. Donc, comment on fait des dashboards, ce qu'on appelle. Donc en gros, c'est des tableaux de récapitulation. Là, je vous ai fait. J'ai flouté les données parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec mes employeurs, mais ça illustre bien ce que je veux dire. Donc là, on peut voir un ensemble de filtres sur la partie gauche. Donc on peut filtrer par serveur ou par profil, donc parce que ce sont des profils de puces électroniques. On peut filtrer par année pour essayer de segmenter la partie qu'on va rechercher. Et ensuite, donc la partie la plus importante, ça va être le graphique au milieu. Donc là, il y a un parti pris qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de données requêtes. Il y a beaucoup de requêtes qui sont faites, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de données qui transitent, et par contre, heureusement, il y a peu d'erreurs. Donc par exemple, un des choix que j'ai fait, ça va être de mettre l'information sur deux échelles différentes. C'est-à-dire qu'on remarque que le nombre d'erreurs est une échelle de 50 en 50, alors que le nombre d'erreurs va être une échelle de 5 en 5. Ça permet de, même si on voit par exemple en juillet le gros pic d'erreurs, ça met en avant qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, et ça aurait été écrasé en fait par la somme de données normales si ça avait été sur la même échelle. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Mais donc voilà, concrètement, ça va être ce travail-là. Et ensuite, en dessous, un tableau récapitulatif qui va nous permettre de vérifier la date et l'heure très clairement, d'avoir toutes les données dont on a besoin sur ce profil, enfin sur ce produit qui était en production. Donc on va voir le serveur sur lequel il a été généré, le nom de profil qu'il avait. Là, en l'occurrence, c'était donc pour générer un nombre de clés d'encryptage. Et donc ensuite, le message d'erreur qui est lié à ça. Donc là, plutôt que de scroller pendant 5 heures dans un fichier pour essayer de retrouver la bonne ligne, elle s'affiche directement là
avec toutes les informations dont on a besoin. Donc ça, c'est un des exemples de la business intelligence. Après, ça peut être faire un rapport de vente beaucoup plus simplement, avec, par exemple, si on reprend l'exemple d'Adidas, ça va être agréger les ventes par magasin, par exemple. On va voir des tendances qui se dégagent, on se dit, bah voilà, tel magasin, il est beaucoup plus efficace que lui, pourquoi, etc. Donc voilà, ça c'est l'usage de la business intelligence. Et le rôle de conseil là-dedans, ça va être d'adapter au mieux, enfin de mettre au mieux en relief les données qu'on a en entrée. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok. Pas de questions. Ouais, parfait. Et bah du coup, je pense qu'on va pouvoir faire une synthèse un peu de tout ce qu'on vous a raconté, parce que là, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Donc, pour résumer, beaucoup de secteurs de métiers auxquels s'applique le conseil dans le numérique. C'est-à-dire que ça peut autant être dans, dans un client qui veut développer une solution numérique, ou alors ça peut être l'analyse d'un parc d'ordinateurs physiques, par exemple une université qui veut mettre à jour ses ordinateurs. Ça peut être, on peut avoir un rôle de conseil là-dedans. Le consultant, donc la personne qui est chargée d'apporter le conseil, peut être intégré sur la totalité du projet ou alors uniquement certaines étapes. Et enfin, il y a une étape très importante aussi, c'est la veille technologique constante, pour s'assurer qu'on puisse toujours proposer des conseils avisés et pas proposer une technologie qui est morte depuis 5 ans et dont plus personne ne se sert. Donc ça, c'est très important également. Et évidemment, ça, je pense que c'est dans n'importe quel rôle de conseiller, il va falloir avoir un contact client régulier pour s'assurer que le besoin est bien compris et qu'on ne s'engage pas sur une fausse route inutilement. Donc, pour clore, s'il y a des questions, j'allais justement y passer. Pour clore un peu cette présentation, je vous propose de faire un petit débat, quelques questions. J'en ai soulevé 2, par exemple, qui me paraissaient pertinentes. Vous pourrez ajouter les vôtres également. Donc, c'est quelle différence majeure est-ce que vous voyez avec le conseil tel que vous le pratiquez vous? Parce que je sais que vous pratiquez du conseil dans la sécurité, l'environnement et la qualité. Et aussi, peut-être, quel rapprochement est-ce qu'on peut faire entre ces 2 facettes de conseil, quoi. Et s'il y a d'autres questions, elles sont toutes bienvenues, bien sûr. Alors c'est assez gênant parce que concrètement au niveau de l'organisation du conseil, la vraie différence évidemment c'est celle du domaine. Mais au niveau de ce qu'on met en pratique, on prend les mêmes démarches. Ok. Donc voilà, de l'autre côté, c'est vraiment évidemment on peut identifier tout ce qui est besoin en fonction d'une demande qui est assez large de la part de notre client. Ensuite, évidemment, on a cette image de l'entonnoir. Et à partir de là, on fait avec les différentes prestations qu'on étudie et on les met en place. Donc du classique. Ok, oui, du coup, c'est vrai qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois et une méthode qui fonctionne bien dans un domaine, on va l'appliquer partout. C'est vrai que c'est assez logique. Léandra? Alors moi j'ai une question en général. C'était pour savoir si vous voyez des inconvénients à la transformation numérique ou s'il y a que des points positifs. Oui, tout à fait. Alors, comme j'avais précisé, il peut y avoir des inconvénients quand la transformation numérique est mal réalisée dans une entreprise, quand ils font beaucoup d'erreurs. Ça arrive encore beaucoup aujourd'hui, hein. Un projet qui est mal mené, une équipe de projet qui n'a pas été dédiée à la transformation numérique d'une entreprise, bah, ça apporte beaucoup de problèmes. Déjà, c'est une perte sûre et certaine pour l'entreprise en question qui essaie tant bien que mal, de la mettre en place. Bah, généralement, ça va être une perte d'efficacité, même pour l'activité même de l'entreprise, en fait, hein, qui vont essayer de jouer entre 2 tableaux, entre transformer numériquement l'entreprise d'une part, tout en continuant une activité commerciale soutenue, même une activité standard. Ça va être une perte de temps pour les employés qui vont être dessus, qui n'ont pas forcément les compétences, ils n'ont peut-être pas les connaissances techniques nécessaires pour transformer numériquement l'entreprise. Donc voilà, tout ça, ça peut créer des conséquences un peu négatives pour l'entreprise qui veut la mettre en place. Et comme j'ai précisé, c'est surtout les petites entreprises, quoi. Les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire, elles ont quand même une bonne structure, elles ont du temps, de l'argent et du personnel qui sont alloués pour ça.
Donc généralement, voilà, ce que font les petites entreprises, quand elles ont bien conscience des enjeux qui tournent autour de la transformation numérique, bah, comme j'ai dit, c'est qu'elles se font accompagner. Elles passent par un prestataire externe, un cabinet de conseil, un consultant qui est spécifiquement dédié à cette tâche et qui peut voilà, apporter des conseils, former les équipes un petit peu en lui montrant, bah, voilà, tous vos outils ils sont passés maintenant ils sont en ligne, ils sont numériques, comment vous en servez comme ça, les avantages, bah, vous allez gagner du temps, vous allez être plus efficace, gagner en notoriété aussi, voilà, votre boîte elle est à jour sur le marché, elle utilise des technologies assez innovantes comme les grands groupes. Et voilà, tout ça, ça va aider à rattraper, on va dire, les possibles erreurs qui peuvent tourner autour de la transformation numérique mal enclenchée. Est-ce que ça répond à ta question? Totalement, merci. Pas de souci. Oui, Stanislas? Alors moi de mon côté, j'en avais une petite dernière. Je suis évidemment du coup pas totalement dans tout ce qui est numérique, mais de mon point de vue, je trouve que le numérique explose réellement sur son influence, etc. Comme vous avez pu le dire, c'est obligatoire si tu veux que ton organisation puisse se mettre sur le marché. Mais je suis en train de me dire, est-ce que vous pensez que le numérique va exploser à nouveau comme la bulle du début du XXe siècle? C'est une question très très large. Qu'est-ce que tu entends par exploser? C'est-à-dire qu'il y aura une troisième étape qui va occulter un petit peu celle qui est en cours? Est-ce que tu veux dire exploser par réussir ou exploser par s'écraser? Ouais, c'est plutôt ça la question. C'est plutôt s'écraser, parce qu'on arrive à un moment où il y a des milliards et des milliards de sites internet, et au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus d'organisations qui vont présenter des prestations sur ce domaine. Est-ce qu'à un moment, il y en aura trop et ça va se casser, selon vous? Alors, je pense qu'il y a forcément un moment où on va arriver à une saturation, mais il me semble qu'on en est encore largement loin. Parce que c'est vrai qu'il y a tout cet aspect de site web et ça, de choses que nous, on voit en utilisant Internet de manière générale. Mais il y a une autre facette qui est beaucoup plus discrète, qui se fait plutôt en interne. Donc là, ça va être tout ce qui est transformation d'une entreprise. Donc, par exemple, tu as un cabinet comptable qui gère tous ses dossiers papier, il a une armoire remplie de classeurs. Il pourrait y avoir un projet qui serait de transformer ces classeurs en applications numériques. Et donc ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de place sur le marché pour ce genre de prestations, par exemple. Et ensuite, même si forcément il y a un moment où la courbe, je pense, elle va se calmer, c'est-à-dire que là, elle est sûrement dans une croissance énorme, mais il y a bien un moment où elle va se calmer. Je pense que déjà, on est à l'abri pour encore quelques dizaines d'années. Et je pense qu'elle pourra pas, enfin, elle mettra beaucoup, beaucoup de temps à régresser, dans le sens où déjà, il faut les maintenir, tous ces systèmes qui seront en place. Et aussi, c'est là où il y aura des acteurs qui arrêteront de s'en servir, il y en aura toujours qui ne seront pas forcément encore mis à la page et qui continueront de s'améliorer, quoi. Donc je pense que même s'il y a forcément un jour où ça risque de s'arrêter, ça va être une dégression très très lente et surtout il y aura une grosse phase de plat avant que ça rebaisse, je pense. Bien sûr, c'est mon avis, je ne suis pas visionnaire, mais Oui, en vrai, pour compléter un peu la réponse de Mayol, qui est tout à fait juste, hein, bah, pour donner un exemple, j'espère que tout le monde s'en rappelle de ce moment un peu gênant des blogs personnels qu'il y avait sur Internet, tout ce qui était Overblog et Skyblog et tout, qui a été écrasé, mais qui a vraiment explosé sous la pression de Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Maintenant, on parle plus du tout de tous ces outils qui permettent de faire des blogs personnels en ligne. Donc en fait, cette explosion, c'est pas vraiment une explosion, c'est plus des écrasements un peu réguliers avec des nouvelles technologies, la recherche constante d'innovation, c'est ce que j'avais précisé dans nos slides, qui va faire en sorte que voilà, la technologie qui est peut-être maintenant devenue obsolète du point de vue général ou du point de vue de ceux qui l'ont créée, elle va être remplacée par une autre. Et ça va être constamment ça en fait. Il y a eu une explosion en effet des sites web dans les années 2000, qui fait que maintenant c'est très utilisé. Mais peut-être qu'en effet, il y aura une nouvelle technologie, une autre innovation qui va faire que voilà, les sites web c'est devenu obsolète. Il y a une autre technologie qui permet de faire mieux.
qui va reprendre celle-là. Mais ça sera toujours basé sur du numérique. Donc, là, comme l'a dit Mayol, je pense que il n'y aura pas d'explosion dessus. On parlera toujours de transformation numérique et de numérique, mais pas de la même façon qu'on pense, parce que ça a déjà été le cas en fait. Il y a plein de technologies web, mobiles ou applicatives qui ont été remplacées par des nouvelles technologies qui sont soit plus efficaces, soit plus innovantes, qui offrent plus de fonctionnalités. Et voilà, c'est une espèce de cycle de le nouveau, il reprend le marché et ça continue jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui le reprenne. Mais le domaine numérique est tellement vaste et tellement ancré maintenant dans toutes les entreprises et dans toutes les activités, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, ça m'étonnerait que le truc explose et soit remplacé mais du jour au lendemain par quelque chose de nouveau. Il s'améliore juste constamment avec des nouvelles innovations, mais c'est tout. Pour moi, il n'y aura pas d'explosion non plus, vu l'ampleur que ça a aujourd'hui en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stanislas. Oui, encore une fois, désolé si c'était un peu trop large, mais justement, vous avez bien répondu. Donc, je suis satisfait. Merci. Non, parfait. Tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, je sais que l'horloge tourne, donc on ne va pas non plus vous retenir là toute la nuit. Oui, on ne va pas vous spammer. On adore vous parler. Ben, ça a l'air bon. Et ben, oui. Il y a une question. Charles-Alexis. Oui, bonjour, Charles-Alexis Moutimbo. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur et je suis surtout le référent de la majeure transition numérique à l'ESEP. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre exposé. Je vous remercie pour la vulgarisation de la transformation numérique. Et je voulais juste apporter quelques éléments, donc c'est plutôt en termes de remarques. Hein. Il y aurait quelques détails ici et là qu'il faut corriger, mais ce n'était pas le but. Je pense que votre propos était globalement dans la ligne de ce que c'est qu'une transformation numérique et les exemples que vous avez donnés sont assez probants. Je voulais insister sur deux choses et peut-être répondre à l'implosion qu'on pense qu'il peut avoir sur la transformation numérique. D'abord, pour rappeler que la transformation numérique n'est pas un outil en soi, hein, c'est un accompagnement de l'intégration des solutions numériques au sein des entreprises. Donc, ce qui suppose qu'il y a une chose qui est très importante quand on fait de la transformation numérique, vous l'avez un peu évoqué, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie des exigences, c'est-à-dire que la proximité que vous pouvez avoir avec un client potentiel pour aller comprendre son besoin et exprimer avec lui la façon dont on va pouvoir lui trouver une solution et d'envisager comment on va pouvoir implémenter cette solution au sein de son entreprise pour qu'elle lui ressemble le maximum et naturellement l'assurer de la façon dont vous allez pouvoir justement piloter cette mise en œuvre et accompagner le changement que cela va induire dans ces équipes et par ailleurs faire en sorte de sauvegarder le patrimoine qui va devoir ainsi créer, qui lui permettra naturellement, et ce sera le but, de créer de la valeur. Ici, dans la création de valeur, il faut prendre en compte deux choses qui sont très importantes. Un, l'utilité de la solution que vous allez lui proposer, c'est-à-dire la façon dont cette solution va être capable de l'amener à supprimer un certain nombre de contraintes qu'il aurait ou alors à faciliter la performance de ses équipes. Mais plus encore, la deuxième partie, c'est les garanties. Les garanties que cette solution peut lui apporter en s'assurant que la solution qu'on est en train de lui proposer, eh ben, elle a la sécurité suffisante, l'accessibilité suffisante, la capacité à pouvoir rendre, la disponibilité qui va bien. Donc, c'est la combinaison de l'utilité et de la garantie qui vont lui amener ce qu'on va appeler ici l'aide à la création de la valeur. Donc, il a, juste pour synthétiser, tant que vous serez en train d'amener l'entreprise à créer une valeur nouvelle à travers l'ensemble du patrimoine que vous mettez à disposition, on n'a pas trop de risque qu'il y ait un éclatement, comme on a pu le voir de d'autres solutions à un moment, parce que justement, ces solutions sont tellement de plus en plus intégrées dans la façon de travailler que revenir quelquefois à des solutions antérieures devient très difficile. Par contre, il faut accompagner dans la maintenance
de ces solutions, voire dans leur évolution, puisque vous avez compris, le besoin va changer en fonction des opportunités qu'il y a sur les marchés et aussi des nouvelles technologies qui sont toujours en perpétuelle évolution. Donc, j'avais juste ces petites remarques-là, mais une fois de plus, je tenais à vous remercier, vous féliciter pour la qualité de votre intervention, à quelques exceptions près, mais ça, je ne vais pas vous blâmer. Je pense que vous avez brossé là un panorama, même si pour des gens qui sont un peu plus vieux que nous, les années 2000, la transformation numérique, nous l'avions commencé beaucoup plus tôt. Donc, de façon historique, il aurait fallu la commencer depuis la création du premier ordinateur et la capacité à pouvoir faciliter les calculs qui jusqu'alors étaient faits sur plusieurs jours. Non, la transformation numérique a commencé beaucoup plus tôt que les années 2000 et très certainement, elle n'est pas prête de s'arrêter. Très bien, merci à vous. Merci pour vos retours. Merci pour vos retours. Ben écoutez, merci beaucoup pour vos retours. S'il n'y a personne d'autre qui a des questions, je pense que on pourra libérer tout le monde. Ouais. Et bonne fin de soirée à tous et merci d'avoir assisté à cette conférence. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir de vous la faire partager. Yes, merci beaucoup à tous, merci pour votre écoute. Et peut-être qu'on va se revoir d'ici là, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour on se verra si vous voulez discuter un peu plus de tous les conseils qui peuvent tourner autour du numérique ou autre. Nickel. Merci et pour beaucoup. tout le monde, je vais vous envoyer vite fait le lien du questionnaire de satisfaction, pardon. Si tous ceux qui étaient présents, si vous pouviez le remplir, ça serait vraiment sympa. Et je prends 2 secondes pour vous rappeler que demain, il y a 2 conférences, même heure, 18h30, donc sur l'économie circulaire et sur